Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant 1 heure, bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est 1 heure de direct et on retrouvera notre invité politique à 8 heures. Aujourd'hui c'est Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques qui sera débriefé par nos éditorialistes. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale, puis vous retrouverez le Zappélisé, c'est le premier zapping politique de la journée et des matinales d'info. Mais tout de suite, le JT des territoires. François Fillon suite, direction Lyon où la polémique enfle autour de l'affaire Fillon et des propos du sarkozyste Georges Fenech. Sa prise de position n'en finit pas de faire des vagues, mais le député de la 11e circonscription a reçu le soutien de Laurent Wauquiez, le président de région. Reportage de Bertrand Frachon pour Télé Lyon Métropole. J'ai dit il faut un sursaut, il faut qu'on se ressaisisse et il faut qu'on reprenne notre destin en main sans le laisser à un juge ou à un procureur. Voilà, c'est ma position. La prise de position de Georges Fenech hier, estimant le résultat des primaires à droite caduque face à l'affaire Fillon, n'en finit pas de faire des vagues. Mais le député de la 11e circonscription a reçu aujourd'hui le soutien de Laurent Wauquiez. Notre famille politique, c'est pas la censure. C'est pas le Gosplan. C'est pas stalinien. Chacun a une liberté d'expression. Ça, c'est très important. Il a posé une bonne question, Georges Fenech, hier. Il s'est exprimé comme il s'est exprimé, avec sa façon de le dire. Mais en tout cas, dans une famille politique, il y a une liberté, surtout dans une période aussi dure que celle-ci. Donc on n'a pas commencé à enfermer en cage des députés qui ont leur liberté d'expression et qui tirent leur légitimité du terrain. Tout en reconnaissant lui aussi la liberté d'expression de Georges Fenech, le secrétaire départemental des Républicains n'imagine pas quant à lui un changement de candidat. Moi je conçois très bien que Georges Fenech ait un avis sur la question. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on doive prendre cette position, cette direction, qu'on dise maintenant au niveau de François Fillon, il faut mettre quelqu'un d'autre à sa place parce que je ne vois pas comment on pourrait le faire et je ne vois pas quelle serait la légitimité d'un candidat qui serait installé comme ça par quelques-uns. Quant à François-Noël Buffet, soutien de la première heure à François Fillon, il l'appelait ce soir sur notre plateau à davantage d'explications. Les temps sont difficiles. Pour les Français, on sait qu'on est dans une situation de crise, raison de plus pour expliquer les choses. Et à Lille, dans le Nord aussi, les élus de la région réagissent au Fillon Gate, en tout cas ce que certains appellent le Fillon Gate. Guillaume Allard pour WEO TV dans le Nord. Lors de la séance plénière du Conseil régional des Hauts-de-France, l'affaire du Fillon Gate était dans toutes les têtes. Pour certains élus, l'affaire est déjà cuite. Il faut déjà penser à l'après-Fillon si la droite veut encore espérer remporter les élections présidentielles. Moi, je pense que cette affaire Fillon a maintenant assez duré. Il faut qu'on passe à autre chose. Sur le terrain, mes habitants me disent que c'est intolérable ce qui se passe, qu'on ne peut plus faire confiance. Chaque élu, de toute manière, a son mot sur le problème de l'affaire Fillon aujourd'hui. C'est vrai que c'est une contrariété pour chacun, plus qu'une contrariété, beaucoup d'interrogations. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet qui nous pose aujourd'hui une problématique de parti politique, mais aussi une problématique personnelle. Pour ces élus, la droite a encore plusieurs solutions de remplacement, comme le retour d'Alain Juppé dans la course ou l'entrée en jeu d'autres hommes politiques plus régionales. Le Parti républicain de se réunir très rapidement dans un conseil national et de très rapidement, dans les 10 jours à venir, choisir un nouveau candidat. Moi je ne sais pas, j'en ai 2 en tête, soit François Baroin, soit Xavier Bertrand. Dans l'actualité, l'échec des récentes négociations avec le ministère de la Santé à propos du plafonnement des actes de chirurgie dentaire reste une actualité très forte. Et elle est évoquée au Salon des chirurgiens dentistes hier à Cap-Avenir dans les Vosges. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. S'il est un salon toujours à la pointe de la technologie, c'est bien celui des chirurgiens dentistes du département. Ce jeudi, à Cap-Avenir Vosges-Taon, les quelques 120 professionnels présents pouvaient notamment découvrir la Rolls des machines à empreinte optique. Elle fabrique une couronne en 1 heure, donc une seule séance, contre 3 habituellement. Et là, je lance l'usinage, et l'usinage se fait en environ 10 minutes. Depuis 2 ans, la Sécurité sociale rembourse les dents en tout céramique. L'absence de métal est quelque chose d'excessivement bénéfique pour le patient, tant au niveau esthétique, parce que le liseré métallique
métallique. Personne ne souhaite d'avoir le liseré métallique, mais ne serait-ce que pour le respect des tissus intrabuccaux. Une machine dont les coûts avoisinent les 100 000 €, l'illustration d'un investissement que les dentistes ne pourraient selon eux plus se permettre si le gouvernement ne revient pas sur une décision récemment prise de façon unilatérale, le plafonnement du remboursement des soins de chirurgie dentaire, synonyme pour eux de moins de moyens pour investir. On a besoin d'investir dans des caméras numériques, on a besoin d'investir dans des nouveaux champs opératoires, on a besoin d'investir dans des loupes, des microscopes pour pouvoir mieux travailler, pour pouvoir encore améliorer les soins et toujours dans l'idée de retarder au maximum la nécessité de cette fameuse prothèse dentaire. Outre celles fabriquées, on l'a vu, de façon numérique, des prothèses globalement conçues aujourd'hui par des spécialistes français, que la mesure gouvernementale pourrait également toucher, le fameux effet domino. Nous luttons contre la prothèse d'import, qui est une prothèse low cost, de bas de gamme. Mais si nous devons faire des ajustements, je crains que ce soit la voie qui sera empruntée par nos confrères. Pour justifier de tels plafonnements, le ministère s'appuie notamment sur le dernier rapport de la Cour des comptes sur les finances de la sécurité sociale. Rapport dénonçant, je cite, le manque de transparence du secteur dentaire ou encore l'indigence des contrôles de la profession. Dans l'actualité des territoires, toujours des péages plus coûteux. Comme chaque année, les tarifs des autoroutes ont augmenté au 1er février. Cette année, cette hausse est 4 fois supérieure à l'inflation et elle ne réjouit pas, vous vous en doutez, tous les automobilistes. À Arras, Noah Muclin pour WEO TV. Un geste quotidien pour des milliers d'automobilistes qui coûtent plus cher depuis le 1er février. Les tarifs des péages ont augmenté de 0,8% en moyenne, soit une hausse 4 fois supérieure à l'inflation. Et les Hauts-de-France ne sont pas épargnés par cette augmentation. Par exemple, il vous coûtera 10 centimes de plus pour un trajet Lille-Amiens ou encore 20 centimes de plus pour un trajet Calais-Reims. Une note plutôt salée donc, et quand on demande aux automobilistes s'ils savent où va cet argent... Je préfère pas trop y penser et me dire que ça bénéficiera à l'entretien du réseau autoroutier. Mais... Pour l'entretien des autoroutes, voilà. Juste on gagne un peu de temps en prenant le péage, donc on prend, mais... Malheureusement, la SANEF n'a pas pu répondre à nos questions, mais Marc Jansou, président de l'Automobile Club du Nord de la France, a tenté de nous éclairer un peu. On ne saisit pas bien. Alors évidemment, les sociétés d'autoroutes parlent du remboursement de la dette, ils parlent du fameux plan de 800 millions d'euros, vous savez, de travaux supplémentaires. Et puis il y a aussi l'augmentation de la redevance domaniale de l'État qui a augmenté. Enfin, malgré ça, c'est quand même assez scandaleux. Et les Français ne sont pas au bout de leur surprise. Les hausses ne vont pas s'arrêter là. Le rattrapage du gel des tarifs de 2015, conjugué avec les projets de restructuration du réseau à venir de plusieurs milliards d'euros, vont engendrer des augmentations de tarifs jusqu'au moins 2021. Et on reste sur les routes avec le dispositif d'éthylotest anti-démarrage qui vient de rentrer en vigueur. Il s'agit là d'une première sur les 4 départements du Vaucluse, du Gard, de l'Ardèche et de la Lozère. Cette peine complémentaire concernera les conducteurs récidivistes arrêtés sous l'emprise d'alcool. Pour un coût avoisinant les 1 000 €, ils devront installer ce dispositif qui leur demandera de souffler au démarrage, mais également en pleine conduite. Olivier Michel pour TV Sud. Avec 69 personnes tuées sur les routes gardoises en 2016, l'État et les instances judiciaires réagissent. Le procureur de la République du tribunal de grande instance d'Alès a annoncé la prochaine mise en place d'une peine imposant l'installation d'un éthylotest anti-démarrage. Je souhaite que les personnes qui sont contrôlées avec de l'alcool dans la conduite de leur véhicule en récidive soient condamnées à ce type de peine. Au-delà, et à titre complémentaire, de peines d'emprisonnement ou de peines d'amende et de suspension ou d'annulation du permis qui sont déjà prononcées de façon classique par le tribunal. Éric Morel, le nouveau procureur de la République de Nîmes, va lui, d'ici l'été, pouvoir requalifier les grands excès de vitesse en mise en danger de la vie d'autrui. Aujourd'hui, les gendarmes ou les policiers constatent des contraventions de grande vitesse. L'idée est de passer sur un délit qui est puni de peine d'emprisonnement qui s'appelle la mise en danger d'autrui. Comment ça fonctionne ? C'est tout simplement l'application de la loi, mais la loi permet de choisir l'une ou l'autre des qualifications en fonction de critères très objectifs. Si la personne roule vite sur l'autoroute ou sur une nationale toute seule, ce sera la contravention habituelle. Si par contre cette personne roule vite sur la même route alors qu'il y a d'autres usagers ou qu'elle a des passagers et qu'en plus c'est la nuit ou bien il pleut ou bien il y a un trafic intense, c'est là qu'on passera au délit de mise en danger.
Une mesure légale mais reconnue par le procureur comme extrêmement répressive. Depuis le début d'année, 4 personnes dont un piéton ont déjà perdu la vie dans le Gard, contre 3 l'an passé sur la même période. Journée mondiale des zones humides hier, dont c'est le 46e anniversaire. Malgré cela, il reste un flou juridique qui entoure les projets qui se montent sur ces zones humides. Un exemple emblématique à Villeneuve-d'Ornon, avec la construction d'un golfe qui défraye la chronique depuis plus d'1 an. Les opposants à ce projet dénoncent le paradoxe entre le langage officiel des autorités et la réalité sur le terrain. Ils comptent d'ailleurs interpeller le président de la métropole sur ce sujet. Franck Poirot pour TV7 en Gironde. Les opposants à la construction d'un golfe et d'un vaste programme immobilier sur les bordures de Garonne à Villeneuve-d'Ornon ne baissent pas les bras. Ils persistent et signent. Ce projet en cours de construction est un véritable coup de poignard à l'environnement et particulièrement aux zones humides, des zones inondables qui font le tampon lorsque le fleuve devient capricieux. Selon ces opposants, ce site abriterait un certain nombre d'espèces animales et végétales protégées. Samedi, ils organisent un rassemblement devant l'hôtel de ville de Bordeaux avant de se rendre sur le domaine de la plantation à Villeneuve-d'Ornon en vélo. Ils souhaitent notamment interpeller le maire de Bordeaux et président de la métropole, Alain Juppé, sur ce sujet. C'est un dossier de grande importance parce qu'il y a des espèces menacées, parce que c'est un écosystème d'une grande valeur, parce que c'est un poumon pour la ceinture verte bordelaise, parce que c'est un lieu de pratique agricole qui a été abandonné et vendu à des promoteurs, à une multinationale qui ne manque pas d'argent et qui n'a pas besoin de ces terres-là. Et donc on veut dénoncer, encore une fois, les promesses non tenues des élus sur le développement durable et la protection de l'environnement. Ces opposants sont interloqués par le silence des élus locaux sur la construction de ce golfe sur le domaine de la plantation. Au niveau national, le gouvernement a été interpellé par un député. Dans sa réponse, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Environnement chargée du climat et de la biodiversité constate qu'il n'y a aucune infraction à la réglementation au domaine de la plantation, mais elle reconnaît aussi qu'avec la loi sur la biodiversité d'août 2016, le gouvernement a renforcé ses règles autour des projets de construction sur les zones humides pour justement éviter des situations comme celle-ci. Un vrai paradoxe pour les militants écologistes. D'ailleurs, ils ont relevé que la préfecture de Gironde a rédigé 23 arrêtés autour de ce projet de golfe. Une façon pour elle, selon les opposants au golfe, de se prémunir de tout recours ou de tout reproche. Pour les militants écologistes, le parapluie est sorti. En décembre dernier, ils ont réussi à obtenir un rapport de la police de l'eau après son passage sur le domaine de la plantation. Et pour la première fois, les services de l'État constatent une irrégularité. D'après le rapport de la police de l'eau, la seule irrégularité qu'elle a reconnue, c'est qu'il y a eu un affaissement du Lugan, c'est-à-dire que les berges, que nous on a trouvé complètement massacrées, etc. Mais ce massacre a été fait avant que la police de l'eau ne passe, donc ils ont juste noté un affaissement des berges dû au passage d'engins de chantier. Pour les militants écologistes, ce projet de golfe sur le domaine de la plantation à Villeneuve-d'Ornon est emblématique du paradoxe administratif qui règne autour des zones humides. Un véritable cas d'école en quelque sorte. De son côté, le promoteur du projet assure avoir respecté la réglementation environnementale en vigueur. Il estime même contribuer à une meilleure gestion des eaux par les aménagements qu'il réalise. L'ouverture de ce golfe est prévue pour juin prochain. Quelle trace psychique laisse un attentat sur un individu? Cette question, le docteur Patrick Clairvoy y répond dans un livre intitulé « Tous brisés ». Cet ancien psychiatre militaire se sert de son expertise sur le sujet pour décrypter la réaction du cerveau et améliorer la thérapie. Il était hier matin au lycée d'Étienne d'Orves à Nice pour une conférence devant les élèves. Nombre d'entre eux étaient d'ailleurs sur la promenade des Anglais le 14 juillet dernier. Lucie Camin pour Azur TV. Si la violence existe depuis des dizaines de milliers d'années chez toutes les espèces animales, elle n'a jamais été aussi présente dans notre société. Et les récents attentats à Nice et Paris ont forcément laissé une marque. C'est ça, l'attentat. C'est nous prendre là où on n'a pas notre puissance technique. D'où la guerre asymétrique. Et donc vous voyez que Nice, la particularité de l'attentat de Nice, et ce qui le rend encore plus épouvantable, c'est qu'il a été fait avec un instrument civil détourné pour tuer un camion, il y en a plein les routes. Alors comment expliquer et analyser ces troubles psychiques? Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous sommes confrontés à de tels événements? Des questions auxquelles tente de répondre le professeur Clairvoy. Cet ex-psychiatre dans l'armée a soigné de nombreux militaires ayant évolué dans des zones de conflit, Rwanda, Kosovo ou encore Irak, et encore aujourd'hui des victimes d'attentats. J'ai voulu expliquer que ce qu'on avait pu ressentir, éprouver sur le coup et après coup, ça a une explication médicale. Très rapidement, j'ai un peu parlé du cerveau. C'est une véritable cicatrice psychologique. Et cette cicatrice psychologique, elle a même un substratum organique, puisqu'on sait qu'il y a des altérations des neurones
Des troubles psychiques et physiques qui peuvent continuer, voire apparaître des années après l'événement marquant. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Lazare, à l'image de The Dust Lady, la femme poussière, une survivante du 11 septembre. Je criais chaque fois qu'une porte claquait, chaque fois qu'il y a un stimulus violent, porte qui claque, le sujet revit l'épreuve et l'état dans lequel il était au moment du traumatisme. J'ai perdu le contrôle sur ma vie. Je n'ai pas travaillé un seul jour en presque 10 ans. Mais comme Lazare, après l'épreuve, incapable de reprendre sa place normale dans le monde. Une conférence à la signification bien particulière pour ces lycéens. Ils étaient nombreux le soir du 14 juillet à être présents sur la promenade des Anglais. C'est à lire et j'ai adoré. Et je suis très contente qu'il soit venu et je dis merci à ma professeure de français de me l'avoir fait connaître. C'était très intéressant et ça nous a permis d'en apprendre plus sur toute la psychologie, la psychiatrie, tout ça, mais c'était super. Moi j'ai bien aimé. Si sortir de ces épreuves est une épreuve en elle-même, le professeur a insisté sur les solutions pour venir à bout de ces situations. En premier, le parler, ne pas hésiter à se faire aider et soutenir. Des tables connectées testées dans un restaurant en gare de Montpellier. Plus besoin de courir après le serveur quand on a son train à prendre. Des tables connectées permettent de commander plus rapidement son repas à l'Agora, à la gare de Montpellier. Le serveur est averti avec sa montre connectée. Les détails dans ce reportage par Céline Durchon pour TV Sud. Plus besoin d'attendre après le serveur quand on a un train à prendre. Le client commande son menu grâce à ses tablettes incrustées dans la table et tout est directement envoyé en cuisine. Temps de service, cuisson des viandes, choix des sauces, les serveurs reçoivent en temps réel les demandes des clients sur leur montre connectée. Une première dans ce restaurant en gare de Montpellier. L'idée, voilà, c'est pas de proposer une application qui soit celle de votre téléphone, comme disait. Donc, c'est vraiment de proposer quelque chose aujourd'hui qui va permettre de passer la commande, de pouvoir payer, parce qu'en fait, c'est 5 à 10 minutes des fois par table, et c'est ça qui vous génère du stress. Donc, l'idée, voilà, c'est de vous maîtriser votre temps de repas, et puis de proposer à des moments un peu plus importants dans la journée, pourquoi pas lire la presse, pourquoi pas effectivement jouer pour des enfants, regarder un petit film. Voilà, donc le but, c'était ça. Développé par une start-up montpelliéraine, ce système de mobilier connecté permettrait à terme d'augmenter le ticket moyen de 15 à 30%. Le digital ne remplace pas pour autant le contact humain. À terme, des emplois devraient même être créés. Tout le temps qui va être gagné grâce à la tablette va être réutilisé dans la relation client et normalement va créer plus de rotation, donc plus d'activité et donc on aura besoin de plus de personnes. Alors ça modifie beaucoup de choses, en tout cas pour le service en salle, puisque il y a beaucoup de tâches qui étaient à faible valeur ajoutée ou à faible expérience comme apporter la carte, prendre la commande et puis à la fin apporter le terminal de paiement, qui sont supprimées au profit d'un dialogue et d'une relation avec le client. Notre idée, c'est de permettre au serveur de se concentrer sur des tâches de conseil ou pouvoir accueillir le client différemment et mieux dans le restaurant. Les tablettes sont en test dans ce restaurant jusqu'au mois de juin. D'ici là, l'interface sera améliorée, les menus seront en plusieurs langues. Si l'expérience s'avère fructueuse, d'autres restaurants de gare seront eux aussi équipés de tablettes connectées. Voilà, on est tous connectés au Journal des Territoires. Fin de ce journal. Début dans un instant du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale et magazine. Mais dans un instant, la une de vos journaux ce matin. Évidemment, dans l'actualité, les unes de la PQR sont liées à l'affaire Fillon, ou moins ce que certains appellent, l'affaire Fillon. Ardennais, aidez-moi. C'est dans l'Ardennais aujourd'hui, ambiance tendue pour la visitière dans les Ardennes d'un François Fillon en campagne. Pour le Maine libre fragilisé, Fillon reste inflexible. Malgré de nouvelles révélations, le candidat des Républicains poursuit vaille que vaille sa campagne électorale. Pour l'Union, pas de tapis rouge pour Fillon en visite, la visite de François Fillon en campagne dans les Ardennes s'est déroulée quand même sous tension et on voit une photo à la une de l'Union de ces ouvriers qui étaient venus parler à François Fillon. Ouest France, Fillon, l'hypothèse d'un plan B, elle surgit, on en parlera dans un instant dans le débat des éditorialistes avec Yves Arté, ça tombe bien, il est bordelais, il nous parlera d'Alain Juppé. Et puis d'autres thèmes, toujours politiques, dans vos unes de PQR, l'écho de Vienne à Mont-Reçu à l'Élysée, caché ce bilan, le candidat du Parti Socialiste a été reçu, vous le savez, durant 1 heure par François Hollande à sa sortie. Il a évacué la question du bilan du quinquennat sous prétexte de se tourner
vers l'avenir. Pour Paris-Normandie, c'est ce que vient faire Bernard Cazeneuve, car le Premier ministre est aujourd'hui en Normandie et ça vaut bien la une de Paris-Normandie. Pour le Télégramme, c'est l'Amérique qui est sur les nerfs, décret controversé, tension internationale. Après seulement 15 jours à la Maison-Blanche et malgré des partisans fidèles, Donald Trump fait toujours face à une importante mobilisation de ses opposants, non seulement aux États-Unis, mais aussi un peu partout dans le monde. On en parlera avec notre invité politique à 8h, c'est Pierre Moscovici, le commissaire européen. Et dans l'actualité également, la Provence, 30 000 Marseillais ont besoin d'un toit. En plus de cette attente forte, Marseille compte un nombre record de logements insalubres. On en dénombre 40 000 dans le nord, le centre et l'est de la ville. Pour la Dépêche, la loi littorale sauver des eaux. Les députés ont adopté hier un texte sur la sécurisation des biens et des personnes face à l'érosion. On en a parlé dans le journal des territoires hier. Le point sur les côtes de Méditerranée et d'Atlantique. Enfin, pour la République des Pyrénées, marcher les sacs plastique résiste. Vous savez que l'interdiction de distribuer ces poches plastiques n'est pas complètement appliquée et c'est le cas au marché Marcadieu. C'est la République des Pyrénées qui en fait sa une aujourd'hui. Voilà, nous allons balayer maintenant l'actualité politique et territoriale avec ce matin Yves Arté de Sud-Ouest. Bonjour Yves Arté, vous en êtes le directeur éditorial, merci d'être avec nous. En provenance de Bordeaux, on va parler évidemment d'Alain Juppé tout à l'heure. Gaëtane Bossard, bonjour, vous êtes responsable des pages Hauts-de-Seine du Parisien, merci d'être avec nous. Et Jérôme Cordelier, vous êtes rédacteur en chef des éditions locales du Point. Merci d'être avec nous. Bonjour Cyril. Jérôme Cordelier. Gaëtane Bossard, en pleine affaire Fillon de rémunération de membres de leur famille par les élus, vous avez enquêté, vous, sur ce qui se passe dans les Hauts-de-Seine. Oui, on a posé la question aux parlementaires des Hauts-de-Seine, députés, sénateurs, pour savoir s'ils employaient un membre de leur famille pour les assister dans leurs tâches parlementaires. Donc on leur a posé à tous la question et il se trouve qu'il y en a 4 qui nous ont déclaré embaucher femmes ou enfants. En expliquant, la relation de confiance nécessaire dans ces tâches, etc. Alors, j'ai noté quelques noms. Thierry Solaire, qui est porte-parole de François Fillon, qui a engagé sa femme. Patrick Devedjian, sa femme également. Patrick Ollier, le député maire de Rueil-Malmaison, son fils. Jean-Christophe Fromentin, sa femme. Je dis ça parce qu'au fond, c'était monnaie courante, comme on dit, entre guillemets, d'engager quelqu'un de sa famille. Oui, complètement. C'est une pratique, par exemple, Patrick Devedjian, ça fait 20 ans qu'il travaille avec son épouse. Les autres, c'est un peu plus récent, mais oui, c'est une pratique très couramment pratiquée. Après, ceux qu'on a interrogés, il y en a qui sont absolument, qui militent pour que ça soit désormais interdit. Hein. C'est un peu c'est un peu l'air du temps en ce moment. Et ils vous ont répondu facilement, les élus, ou vous avez eu du mal ? Non, ça s'est bien passé. Ça a été transparent. Oui, bon, après ce sont leurs déclarations, mais non, ça a été relativement transparent, peut-être un brin d'agacement parfois, parce que voilà le contexte, mais sinon on n'a pas eu trop de difficultés. La question du travail réel a été posée, j'imagine, par vos journalistes. Ce sont des personnes qui travaillent vraiment ou il y a aussi là, il peut y avoir un doute sur la réalité effective de leur travail ? À ce stade, nous, on n'a pas pu émettre de doute quant à la réalité du travail des femmes ou enfants de ces parlementaires. Patrick Devedjian, par exemple, nous a, lui, indiqué que sa femme avait été contrôlée par la sécurité sociale pour vérifier que le travail était effectif, et c'était le cas. Jérôme Cordelier, on est en pleine affaire Fillon, le Fillon Gate, c'était un appel comme ça ce matin, et vous dites courage, Fillon. Moi, je dis rien. Non, c'était un jeu de mots. Vous savez, il y a eu un film qui était très bon, qui s'appelait Courage Fillon. Non, mais on voit qu'il est, il est lancé dans la plaisanterie. Voilà, il est lancé dans un bras de fer très fort, puisque là maintenant, il est en opposition frontale avec un système, le système politico-médiatique. On voit bien qu'il joue les électeurs et un peu la rancœur, la haine, on peut dire la détestation qu'il y a vis-à-vis d'un rouleau compresseur médiatique. On joue bien, il joue le peuple, sachant qu'il y a quand même de tensions de plus en plus apparentes au sein de sa famille politique et au sein de la droite, qui de plus en plus quand même réfléchissent, même si on affiche une unité de façade. Mais l'unité de façade est en train de se fissurer. Regardez hier au meeting de Charleville-Mézières, il y avait très très peu de ténors de la droite. Donc on sent que
Et voilà, il y a un bras de fer. Est-ce qu'il va tenir encore 12 jours? C'est un peu le... Alors, une interview de Christian Estrosi, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je prononce PACA parce que pas PACA parce que je sais qu'il n'aime pas. Rapidement, alors lui sur François Fillon, il est quoi? Réservé, pas réservé? Il est loyal, dit-il. C'était pas son candidat parce qu'il était pour Sarkozy, mais il est loyal vis-à-vis. C'est une interview très personnelle de Christian Estrosi à l'occasion d'un livre qui sort où il se confie beaucoup et notamment il confie un peu sa haine, lui aussi, contre un système, une espèce de petite aristocratie, dit-il, qui tient l'opinion et qui tient un peu tous les leviers. D'un mépris de classe, dit Christian parce Estrosi qu'il vient d'un milieu modeste et il a dit qu'il a eu besoin, pour s'affirmer face notamment et au sein de son parti, il a eu besoin de se battre vraiment et il continue à se battre. Donc on sent bien quand même une ambiance très forte chez des notables, parce que Christian Estrosi est aussi un notable, comme François Fillon, d'une espèce de raz-de-marée anti-système. Alors, Yves Arté, Bordeaux, Sud-Ouest, Alain Juppé. Le recours possible? Qu'est-ce qu'on dit du côté de Bordeaux? Qu'est-ce qu'on dit son entourage? On dit des choses qui doivent ressembler beaucoup à ce qu'on dit en France. C'est-à-dire que du côté de Bordeaux, le plan J, comme Juppé, peut effectivement... Enfin, ce serait même le plan J, on appelle ça le plan J à Bordeaux? C'est moi qui appelle comme ça. On pourrait même peut-être, certains peut-être le souhaitent d'ailleurs, parce que ça remettrait en selle des ambitions et des projets qui ont été brutalement interrompus par le retour d'Alain Juppé à Bordeaux. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que tout le monde sait, et Alain Juppé le premier, c'est que pour mettre en œuvre en retour au premier plan, il y a beaucoup de grandes manœuvres qui sont actuellement en cours, qui empêchent ce plan d'être véritablement réalisé. Et si le plan B ou le plan J existait d'ores et déjà, on le saurait. Est-ce que les sarkozystes, par exemple, sont prêts à accepter le plan J, le plan Juppé? J'ai pas l'impression que, par exemple, pour ne parler que de Barouin, ce soit effectivement quelque chose qui soit souhaité. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Il y a eu 2 candidatures qui se sont tacitement et sourdement déclarées et qu'on connaît, qui sont celles de Barouin et celles de Wauquiez, qui ont fait savoir que si jamais les circonstances imprévues le voulaient, eh bien, ils seraient là pour... François Fillon va en meeting à 3. Pour assumer, absolument, oui. De toute façon, ils n'ont pas intérêt, de toute façon, à afficher des lézardes dans la façade d'une maison qui, de mon point de vue, est quand même sérieusement ébranlée. Un autre sujet important dans Sud-Ouest, c'est le rugby, avec le crunch. Oui, enfin, pas que dans le Sud-Ouest, le crunch est... Dans la région, dans toute la France. Et dans toute la France. Dans l'Europe. Et même jusqu'en Europe maintenant. Puisque la France va aller en Angleterre pour une confrontation qui est la confrontation la plus terrible qui existe dans ce tournoi des 6 nations, qui est la France contre l'Angleterre, qui sont les ennemis préférés des Français et vice-versa d'ailleurs. Gaëtan Bossart, il y a un deuxième sujet dans vos pages, politique aussi, très local, qui concerne le Valois. Oui, Patrick Balkany est furieux. C'est la grosse colère de Patrick Balkany, donc des députés sortants et maire de Levallois, qui est furieux parce que les Républicains ont investi pour lui succéder, parce que Patrick Balkany a choisi de garder la mairie. Voilà, donc pour lui succéder à l'Assemblée, les Républicains ont investi son rival de droite de toujours, Arnaud de Courson, qui le combat depuis des années. Il a même battu Isabelle Balkany au cantonal, donc bon voilà, c'est pas trop un ami de la famille. Et il se trouve que les Républicains l'ont investi pour les législatives. Donc Patrick Balkany n'est pas content. Bagarre le Valois. Oui. Ils ont fait enlever les portraits de François Fillon de la permanence, grève des cotisations, et puis voilà, ça se passe pas bien. Merci, c'est dans Le Parisien, édition Hauts-de-Seine, aujourd'hui. Jérôme Cordelier, une nationale du point sur Donald Trump. Oui. On a fait un dossier très vaste parce que c'est quand même un élément... Bon, tout le monde se focalise un peu sur François Fillon, ça c'est notre côté toujours un peu autocentré, mais le grand événement international, c'est quand même la politique que met en place le choc de civilisation pour et surtout l'opposition qu'il y a face à cette politique, puisqu'il marque de très fort son empreinte de manière assez forte sur le monde actuellement. Merci. Et je rappelle l'interview de Christian Estrosi, le président de PACA dans Le Point, puisqu'on parle de la Côte d'Azur. Je signale le petit niçois, le maire Gérard Spinelli, relaxé dans le procès de la Tour Odéon, donc il a été relaxé dans ce procès. Il a fait de la détention préventive, il le vit mal et il s'exprime bien sûr en exclusivité dans le petit niçois, qui est ce journal, cet hebdomadaire de la Côte d'Azur de la presse quotidienne régionale. Et puis il y a le choc au sommet
du championnat de France de football, évidemment. C'est les frères ennemis qui sont marqués. C'est pas du rugby, c'est du foot. Est-ce que ça peut durer? Interview, analyse et perspective de ce match entre les frères ennemis AS Monaco-Nice. Voilà, on passe à la météo maintenant, celle des territoires, le temps qu'il fait en France et puis aussi dans les départements français d'outre-mer. À tout de suite. La météo vous est présentée par Teroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec Teroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans un instant, c'est Pierre Moscovici, le commissaire européen, qui sera l'invité de Territoire d'Info sur Public Sénat Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Mais tout de suite, le zapping, le premier zapping politique des matinales d'info. On le regarde ensemble. François Fillon est candidat et donc pour moi la question ne se pose pas. Voilà. Et j'ai dit hier que pour ce qui me concerne, en toute hypothèse, je ne serai pas le plan B. C'est pas parce qu'il y a des coups de jarnac qu'on va changer véritablement de projet et de candidat. Je me sens comme quelqu'un qui est attaqué de tous les côtés de façon injuste et qui va se défendre. Voilà. Mais qui est en campagne. Ah oui, oui, plus que ça même. Plus que combatif? Oui. Tout seul ou pas? Oh non. Ce matin, il faut qu'il renonce? Je pense que ça serait mieux pour tout le monde, oui. Je pense que c'est intenable, c'est une position intenable. Il y a eu quelques maires qui ont envoyé, déçus de ce qui se passe aux Républicains, et qui m'ont envoyé leur parrainage. Vous en parler, c'est l'effet Fillon, si je puis dire. Oui. À qui profite le crime, c'est pas du tout évident que ça soit au pouvoir. Il est très proche de l'actuel président de la République, du secrétaire général de l'Élysée, qui a fait monter M. Macron. Que raconte Éric Ciotti? Je ne sais pas. J'ai pris pour habitude de ne pas écouter ce que dit Éric Ciotti. Ça simplifie beaucoup la vie. Vous devriez essayer. L'image a été construite par une officine, je ne sais pas laquelle. On va unir. Vous ne savez pas laquelle? Je ne sais pas laquelle. Vous imaginez que M. Le Foll va dire c'est moi qui ai fait ça? Mais vous. Coup d'État institutionnel de qui? De quoi? Ce qui est en jeu, c'est une explication qui doit être donnée. Elles ont été soigneusement préparées. Elles ont été mijotées dans les arrière-cuisines de ces officines qu'on finira bien par découvrir un jour. C'est quoi ces suspicions? Ces suspicions, c'est M. Nadal, qui a été nommé par le gouvernement. C'est totalement irréaliste, ce sont des méthodes éculées de défense. Il ne mérite plus son investiture. Georges Fenech, il va être sanctionné selon nos confrères d'RTL. Est-ce qu'il fait du sabordage? Je ne partage pas son analyse. Moi, tous les parlementaires que j'ai croisés après ma prise de position hier m'ont tous remercié. C'est-à-dire qui? Tous. Georges Fenech est seul dans cette attitude. Aujourd'hui, plus de 200 parlementaires ont signé la tribune qui est dans le Figaro ce matin. Donc oui, je pense qu'il doit être sanctionné. Je ne vois pas d'autre solution que notre formation politique relégitime quelqu'un pour porter ce projet qui aujourd'hui n'est pas défendable. Pénélope Fillon va répondre à la question que tout le monde se pose. Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne m'occupe pas non plus de sa communication. Si c'est tout ce qui doit ressortir ce soir d'envoyé spécial, je ne sais pas si le temps du service public sera parfaitement employé avec cette émission. En tout cas, le crédit que j'accorde à envoyé spécial, parce que nous l'avons vécu avec Nicolas Sarkozy, est très relatif, je le dis d'ores et déjà. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui ont voté pour vous à la primaire et qui vous demandent aujourd'hui de laisser tomber? Merci. Laissez donc tomber, vous. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio.
Voilà, et l'invité politique de Territoire d'Info sur Public Sénat Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, c'est Pierre Moscovici. Bonjour Pierre Moscovici, merci d'être avec nous pour vous interroger à mes côtés ce matin. Eh bien, Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Et Patrick Roger, le directeur général de Sud Radio. Bonjour Patrick. Bonjour. Pierre Moscovici, une étude montre que 6 Français sur 10 pensent que François Fillon devrait renoncer à sa candidature. Est-ce que c'est votre avis ? J'ai vraiment pas de commentaire à faire là-dessus. Il y a eu une enquête qui est en cours, qu'elle suive ce cours précisément. La seule chose qui me frappe, du point de vue qui est le mien aujourd'hui, celui d'un commissaire européen, toujours homme politique, mais un peu plus éloigné de la vie politique au quotidien, c'est qu'il faut que cette élection présidentielle se joue vite sur des sujets de fond. Parce que ce que les Français vont attendre, c'est bien ça. C'est quelle est la politique qu'on leur propose, quel est l'avenir qu'on propose à la France, quel est l'avenir qu'on propose à la France en Europe et pour l'Europe dans un monde qui est un monde difficile, compliqué et dangereux. À Bruxelles, on parle de l'élection présidentielle à Bruxelles, on regarde bien sûr, parce que la France est un pays central en Europe, la France est un pays décisif, la France est un pays cœur, cette élection elle est majeure, on attend de savoir qui sera le prochain président et ce qu'il fera. Et il y a, c'est vrai, une inquiétude en Europe, une inquiétude à Bruxelles, que je ne partage pas complètement, je l'avoue, mais qui est là. Ouais. La question, c'est Marine Le Pen. Ouais. C'est à qui profite cette situation ? C'est est-ce que le populisme ne s'en nourrit pas ? Et donc, vous me demandez ce sur quoi mes collègues étrangers mais l'affaire Fillon, par exemple, on en parle ? Oui, bien sûr, on en parle, parce que c'est l'idée. C'est l'image de la France qui est un peu écornée. Qu'est-ce que vous dites à vos collègues ? Parce qu'il y a une interrogation, et parce qu'il y a une inquiétude. L'interrogation, c'est comment est-ce que cela débouche sur un débat politique et sur une élection qui soit une élection saine dans un pays fort. Et la deuxième, c'est est-ce que ça ne profite pas à Madame Le Pen ? Est-ce que c'est pas au fond toujours pareil, le tous pourri, le populisme qui l'emporte ? Et c'est la raison pour laquelle je souhaite que la justice fasse son travail pour qu'on puisse vite arriver au débat de fond. L'élection, elle est dans moins de 3 mois. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ce dont les Français auront envie, c'est en effet pas d'un zapping sur donc Pierre Moscovici, ce que vous voulez qu'on parle des projets pour le pays. Oui, alors les projets en fait pour le pays. Donc vous voulez en fait qu'il y ait finalement une clarification de la situation. François Fillon devrait peut-être prendre ses responsabilités. C'est ce que vous voulez dire ? Non, j'ai parlé de l'enquête. Je souhaite que ça aille vite. Je crois, encore une fois, qu'il faut qu'on se tourne vers les Français, vers leurs préoccupations quotidiennes. Je comprends en même temps qu'ils ont besoin de cette clarification et qu'ils la demandent. Est-ce qu'il est victime d'une chasse à l'homme ? Je ne veux pas en dire plus là-dessus. Franchement, c'est vous avez du respect, vous, pour François Fillon ? François Fillon a été Premier ministre de la France. C'est un homme qui est solide, qui a son projet qui n'est pas toujours le mien, mais qui est compétent. Et donc, c'est un homme... vous savez ce qu'il avait dit à votre propos ? Sur le plan politique, qui est solide. Vous savez ce qu'il avait dit à votre propos, que pour vous, il n'avait pas vraiment de respect pour vous, en tout cas pour votre fonction, du fait que vous passiez votre vie en France ? Je ne passe pas ma vie en France, je passe ma vie à Bruxelles, même si je suis là ce matin chez vous. Et ça fait partie, d'ailleurs, contrairement à ce que pense M. Fillon et d'autres, des tâches d'un commissaire européen que de venir parler d'Europe dans son pays, parler aux Français d'Europe, parler avec des interlocuteurs, des chefs d'entreprise, des responsables publics, ce que je fais aujourd'hui d'Europe. Avec un devoir de réserve ou pas ? Avec un devoir qui est un devoir d'indépendance par rapport Pierre Moscovici, peut-être. Mais avec aussi des convictions politiques. Et donc, si vous voulez, je ne partage pas du tout cette façon de penser. Quand François Fillon s'était exprimé comme ça, j'avais répondu que moi, j'avais du respect pour sa personne et pour sa fonction. Et je vais m'en tenir là. Oui, un dernier mot peut-être sur... Il faut pas Pierre Moscovici, un dernier mot sur l'affaire François Fillon. Il a dénoncé quand même un coup d'État institutionnel. Il a visé même le pouvoir et la gauche. Qu'est-ce que vous répondez en fait à ça, en parlant des officines ? Ça ne me paraît pas avoir la moindre vraisemblance. Est-ce que vous assisterez demain à l'investiture de Benoît Hamon ? Non. Est-ce que j'ai voté aux 2 tours de la primaire. On peut savoir pour qui ? Non. Le vote est secret et je n'ai pas souhaité, comme commissaire européen, prendre position. Je suis un socialiste, je suis un social-démocrate, je m'intéresse au débat de mon parti, je m'y investis et j'ai eu un candidat, je peux vous le dire maintenant, dans cette élection et c'est toujours le même. Il a un nom, c'est la gauche européenne. Je souhaite que le candidat du Parti Socialiste soit un homme de gauche parce qu'on a besoin de marquer clairement le clivage. Benoît Hamon, pardonnez-moi, le clivage
gauche-droite. Je pense que ce clivage est un clivage nécessaire à la vie politique. Je pense que quand on ne sait pas bien comment les choses sont situées, on débouche sur des programmes qui sont trop flous ou qui sont ambigus, qui conduisent à un moment donné à décevoir ou à se sentir trahi dans une promesse. Et donc, on a besoin de gauche, mais on a aussi besoin d'Europe. Et une gauche qui n'est pas une gauche... Benoît Hamon répond à cette question. Je vais jusqu'au bout de mon candidat. Une gauche qui n'est pas européenne, une gauche qui n'a pas l'idée que la France est un pays qui doit apporter à l'Europe, mais respecter aussi les règles communes que nous nous sommes nous-mêmes choisis, eh bien cette gauche-là est une gauche qui se condamne à la marge. Et donc, il peut m'arriver, dans les circonstances où nous sommes, d'être parfois embarrassé. Oui, et donc là, vous êtes embarrassé avec les quelques déclarations plutôt avec un peu de recul, de hauteur de Benoît Hamon par rapport à l'Europe. Il y a des déclarations que je ne partage pas. Ouais. Quand Benoît Hamon s'exprime en disant à propos de l'Europe sociale, je dis que l'Europe n'a rien à y faire, je pense qu'il a tort. J'étais, moi, il y a maintenant près de 2 semaines, dans une grande conférence à Bruxelles, et les Européens attendent un socle européen de droits sociaux. Ils attendent qu'on soit capable de modifier la directive sur les travailleurs détachés. Ouais. Et moi, au revoir et merci, je préfère toujours bonjour, travaillons ensemble. Cela dit, ce que je crois, c'est que Benoît Hamon, que je connais bien, il a été mon ministre délégué. Merci, ensemble. Oui, absolument. C'est un homme intelligent, qui a beaucoup de qualités et qui sait bien que même s'il y a une élection à un moment donné, même s'il y a une aspiration à la transformation sociale et à des mesures plus radicales, il sait aussi que le cœur de la social-démocratie, c'est précisément un point d'équilibre entre cette gauche et l'Europe, et il lui appartient maintenant de rassembler la famille socialiste, de faire... Vous espérez donc qu'il affranchisse, de faire des en tout cas son programme au niveau européen, aussi à tous ceux qui n'ont pas voté pour lui, et d'avoir une part importante de reconnaissance du bilan auquel il a participé comme ministre pendant près de 3 ans. Vous demandez donc d'être comptable du bilan. Mais de prendre en tout cas... Quand la gauche est au pouvoir, et elle l'est depuis 5 ans, elle ne doit pas considérer qu'avoir gouverné est je ne sais quel problème, c'est une fierté. Alors, comme le disait Lionel Jospin, qui fut mon maître en politique, on a aussi ce qu'on appelle un devoir d'inventaire. Il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres choses qui n'ont pas fonctionné. Enfin, globalement, oui, le bilan avec ce qu'il a de bon, dans ce qu'il a de bon, doit être porté par le candidat du Parti Socialiste et par le Parti Socialiste tout entier, par la gauche. C'est Pierre Moscovici, le commissaire européen, qui est l'invité de Territoire d'Info ce matin sur Public Sénat et Sud Radio. Pierre Moscovici, sommet européen qui s'ouvre à Malte aujourd'hui. Comment les Européens doivent-ils réagir face à Donald Trump ? Il faut d'abord garder en tête que les États-Unis, quoi qu'il arrive, quel que soit leur président, sont nos partenaires, sont nos amis, soit nos alliés. Et à la Commission européenne, nous avons, nous, le devoir de travailler avec l'administration américaine. J'attends que le secrétaire d'État au Trésor, c'est l'équivalent du ministre des Finances, soit confirmé. Et je le rencontrerai bien sûr. Je me rendrai à Washington dans le cadre des assemblées du FMI. Je le verrai dans le cadre du G20 des ministres des Finances. Ce sera Baden-Baden début mars. Et donc il faut garder des contacts. Mais qu'est-ce qui va changer par rapport à l'administration Obama ? C'est pour la continuité. Et ne faisons pas comme si le monde avait complètement changé, si nous avions basculé dans une situation où les Américains n'étaient plus nos amis. Ils sont toujours nos amis. Mais ils inquiètent. Après, il y a des inquiétudes, il y a des déclarations. Il y a des motifs d'inquiétude, de préoccupation. Il y a des choses qui ne sont pas admissibles. N'est pas admissible pour moi, par exemple, l'attitude de M. Trump quand il reçoit un homme en disant le Brexit est merveilleux. Non, le Brexit n'est pas merveilleux. Il n'est pas merveilleux pour les Britanniques qui verront des difficultés dans leur économie. Il n'est pas merveilleux pour l'Union européenne qui s'affaiblit. Ce n'est pas un exemple à suivre. Je suis aussi préoccupé quand je vois ce décret qui bloque l'immigration en provenance de certains pays et qui cible manifestement les musulmans. J'ai envie de dire que ce n'est pas par des murs qu'on répond aux questions de l'humanité d'aujourd'hui, c'est en jetant des ponts humains, des ponts commerciaux, des ponts culturels, et enfin sur le plan économique surtout, parce que je suis commissaire chargé des affaires économiques, il y a un certain nombre d'orientations que je regarde avec quand même préoccupation. Le protectionnisme, parce que je pense que le protectionnisme est mauvais pour l'économie mondiale, mauvais pour les États-Unis d'abord, mais mauvais pour nous aussi, et ça nous conduit, nous, à dire que nous sommes ouverts au commerce avec d'autres, par exemple avec l'Asie. Il y a une opportunité à saisir. Je vois aussi qu'il va relancer budgétairement de manière massive et que ça peut avoir un impact sur les taux d'intérêt et sur l'inflation. Et je me dis que dans ce contexte-là, il y a un risque. Donc il y a un risque pour l'Europe, c'est ce que vous dites en fait aujourd'hui avant le sommet de Malte, de cette alliance entre les Britanniques et les Américains. Non, je dis simplement que le ton... non, il y a un risque. Non, parce que certains le disent en Europe. Patrick Roger, moi je ne suis pas convaincu par ça. Je pense que l'idée, par exemple, de négocier un traité de libre-échange
libre-échange avec Donald Trump, ce que la Grande-Bretagne ne peut pas faire d'ailleurs tant qu'elle est membre de l'Union européenne. Oui, mais ça peut commencer à discuter. On n'a jamais interdit à personne de discuter, mais ça va être extrêmement compliqué parce que vous avez quand même un président qui n'est pas libre-échangiste du tout, qui est très protectionniste, et donc ça va être extrêmement compliqué. Donc c'est pas ça qui me... Ce qui me frappe, c'est qu'on est dans un contexte géopolitique nouveau. On a un grand partenaire qui va le rester, mais aussi une volonté d'affaiblir l'Europe. Et donc, si vous voulez, il y a les éléments... Manifeste. En tout cas, c'est pas une attitude très amicale par laquelle nous avons commencé. Vous parliez du Brexit. Et donc, je veux dire, il y a trois éléments. Il y a la continuité, et il faut l'assumer. Il y a les incertitudes, il faut en être conscient. Et du coup, il y a une opportunité pour les Européens. Et vous parlez du sommet de Malte. Qu'est-ce qui doit sortir du sommet de Malte ? Dites-nous tout. Un message d'unité et une volonté de sursaut et de relance européenne. Dans le monde où nous vivons, avec des États-Unis qui connaissent une expérience historique particulière, avec M. Poutine, qui est quand même à certains égards menaçant, avec la Chine qui est surpuissante, les Européens n'ont pas le droit de se diviser. Si nous sommes 28 ou 27 nains face à ces puissances mondiales, nous ne pesons pas. Si nous sommes 507 millions d'habitants, première puissance économique du monde et grande puissance politique, nous pouvons dessiner un 21e siècle européen. Pierre Moscovici, il faut donc des personnalités fortes qui répondent aussi à Donald Trump. Est-ce que Emmanuel Macron, on ne l'a pas abordé en fait tout à l'heure, est une personnalité potentielle, forte pour répondre justement à Donald Trump et l'ensemble des défis européens qui se présentent ? Avec Emmanuel Macron, j'ai un point de convergence qui est important, qui est même très important. Je parlais tout à l'heure de la question européenne. Je pense que lui a compris quel était l'enjeu. Donc derrière Emmanuel Macron, j'ai parlé de gauche européenne, si vous voulez. Mais c'est là-dessus que je pouvais avoir un embarras, parce que sur ce terrain-là, je trouve qu'il a compris les choses. Il n'y a pas de raison qu'il soit le seul. Je pense que les autres candidats aussi doivent se positionner sur la question européenne. Je souhaite, moi... C'est parce qu'il a été ministre de l'économie ? C'est parce que je pense qu'il a ça de manière un peu tripale, parce qu'il a cette conviction. En même temps, la règle des 3%, il s'en a franchi. Mais j'allais dire, il n'y a pas non plus de perfection, parce que cette règle des 3%, c'est une règle de crédibilité qui s'impose à la France et qui est indispensable, pardonnez-moi, si on veut convaincre l'Allemagne de relancer la construction européenne. Si le prochain président de la République, quel qu'il soit, s'affranchit de cette règle, qu'est-ce qui se passe ? Je suis jamais dans les scénarios ou les plans B. Je dis que pour la France, c'est un élément de crédibilité économique et politique décisif si on veut vraiment ne pas se contenter de mots. Donc le prochain président de la République relance franco-allemande devra appliquer cette règle. Mais je termine sur Emmanuel Macron parce que je ne veux pas donner l'impression, parce que ce ne serait pas exact, que je crois que c'est l'avenir de la gauche. Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a deux problèmes ou deux réserves de ma part qui sont importantes. La première, je vous l'ai dit, c'est que le ni droite ni gauche ne me convainc pas. Je pense qu'on a besoin d'être situé. Donc, il faut qu'il revienne un peu plus à gauche. Je pense Emmanuel Macron va revenir un peu plus à gauche et vous seriez pourquoi pas derrière lui. Je dis que, vous savez ce que disait le cardinal de Retz, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. François Mitterrand aussi disait ça. Il le reprenait, c'est pas obligé. Et donc je pense que... Donc il n'incarne pas l'avenir de la gauche. Je pense que l'ambivalence n'est pas bonne. Et la deuxième chose, c'est qu'un parti politique, c'est horrible, ça peut avoir plein de défauts. J'ai vécu dans un parti politique depuis 30 ans, mais ça a des grands mérites. 1, il y a une famille européenne autour. 2, il y a une histoire. Et 3, il y a un débat collectif. Et quand un parti se définit trop par rapport à une personne, je pense que c'est pas quelque chose qui est solide dans le temps. Donc, gauche européenne. Donc la gauche européenne reste mon candidat. Mon rêve, et aujourd'hui je suis un homme embarrassé, c'est d'avoir une politique vraiment de gauche et vraiment européenne. Je souhaite que ça apparaisse dans la campagne. Pierre Moscovici, la campagne démarre présidentielle. Vous avez été directeur de campagne de François Hollande il y a 5 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de nostalgie de ne pas être dans l'action pour vous de cette campagne ? Alors vraiment pas. Au cœur de la campagne. Mais vraiment pas. Vraiment pas. Vous en avez un mauvais souvenir de la campagne de François Hollande ? Non, j'ai très bon souvenir de la campagne de François Hollande, campagne victorieuse, et aussi d'avoir travaillé avec lui comme ministre de l'économie et des finances. Mais je suis aujourd'hui à Bruxelles, et je peux vous assurer que quand je vois la politique française, je n'ai aucune forme de nostalgie. Je souhaite simplement, pour les Français, que le niveau de la campagne électorale s'élève, qu'on parle des vrais sujets, qu'on parle de l'avenir de la France dans le monde, qu'on parle du rôle de la France dans l'Europe. Parce que si on n'aborde pas la question européenne, on passe à côté du grand sujet. Donc non, j'ai aucune nostalgie. En plus, j'ai un job assez passionnant, je vous l'avoue, qui est à côté de ce que cette politique peut avoir parfois d'asphyxiant. Merci Pierre Moscovici, commissaire européen, ancien ministre de l'économie, d'avoir été l'invité de Territoire d'Info. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci.
Voilà, j'accueille sur ce plateau pour débriefer l'actualité et l'interview de Pierre Moscovici. Jérôme Cordelier, rédacteur en chef des éditions locales du Point. Merci d'être avec nous à nouveau dans cette deuxième partie de la matinale. Merci Jérôme et bonjour André Crétenant. Vous êtes le directeur de l'information de TV5 Monde. Vous êtes suisse, je le précise, et vous êtes pas un défaut. Non, j'ai pas dit ça, au contraire. Et vous êtes bien sûr TV5 Monde, partenaire de cette matinale d'info que vous diffusez évidemment ce week-end sur TV5 Monde dans une centaine de pays et territoires. Pierre Moscovici était notre invité. Il n'a pas voulu commenter cette étude, ce sondage. 6 Français sur 10 pensent que François Fillon devrait renoncer à sa candidature. Jérôme Cordelier, il ne l'a pas accablé du tout. J'ai même noté qu'il a dit « j'ai du respect pour François Fillon ». Il a été Premier ministre. Alors que François Fillon ne l'avait pas épargné, hein, Pierre Moscovici. Oui, il a l'avantage d'être à distance, évidemment. Mais je trouve qu'il a été... c'est une bonne intervention parce qu'il a recadré le débat. Et il a raison, on frise un peu la crise de régime, je veux dire en France, du régime politique. Et donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui recadre et qui replace dans son contexte un débat et les enjeux du débat. Parce que les enjeux du débat actuellement, c'est qu'on a une élection très très incertaine et qui peut... déboucher sur des aventures politiques qui soient un élément de profond trouble et de profonde instabilité au cœur de l'Europe, en France. Donc je trouve que c'était une bonne intervention, sincèrement, de Pierre Moscovici qui a montré un peu les enjeux et surtout son appel à revenir sur le fond. Ça, je pense que beaucoup de démocrates peuvent partager cet appel, évidemment. Alors, il est ancien ministre de l'économie et des finances, mais il est aussi commissaire européen actuellement, André Crétenant, et il dit qu'à Bruxelles, ses collègues, d'autres commissaires aussi, des députés, lui parlent de l'élection présidentielle en France. Oui, c'est normal. Et comme a dit Pierre Moscovici, la France est évidemment un partenaire très important de l'Union. Et donc, on l'observe avec attention, aussi avec une certaine inquiétude. Inquiétude, dit-il, qui ne partage pas nécessairement. C'est toujours intéressant, évidemment, de voir... quelqu'un comme Pierre Moscovici regarder d'un peu de loin, tout en connaissant très bien évidemment le territoire, la politique française, mais de regarder avec un petit peu de distance. Évidemment, il venait en tant que à la fois observateur, acteur, mais plutôt européen. Et vous l'interrogiez aussi évidemment sur le terrain politique. Et là, il était un petit peu embarrassé. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est de remettre tout cela dans un contexte géopolitique plus large. Ce qui se passe aux États-Unis, la Chine, l'Europe, là au milieu, qu'est-ce qu'elle va devenir avec le sommet de Malte qui s'annonce. Et donc voilà, on voit d'un côté une France empêtrée dans cette présidentielle dont on n'en sort pas, etc. Et puis de l'autre côté, je dirais, le monde qui continue d'avancer. Alors on reste sur le sommet de Malte justement. Les Américains sont nos amis, a dit Pierre Moscovici, ils le restent. Donald Trump a tort d'avoir célébré le Brexit avec Theresa May, la Première ministre britannique, en lui disant que c'était une chose formidable qu'il y ait eu le Brexit, mais une volonté de continuer de maintenir le dialogue. Il pousse à ça, Pierre Moscovici. Bien sûr, là encore, cette parole d'un sage, je veux dire, on peut pas dire mieux. Il faut continuer à leur parler, au fond. Voilà, bien sûr. Pardon de renvoyer à mon journal, mais vous verrez dans le Point cette semaine tout le dossier qu'on fait sur Trump et nous, justement. Et c'est tous les enjeux du débat. C'est pas parce que Donald Trump prend tout d'un coup des décrets, et puis d'abord... il ne va pas pouvoir rester à cette vitesse-là, Donald Trump. Donc il va bien falloir aussi... Pour l'instant, il fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Oui, bien sûr, mais il va falloir aussi qu'il se coltine avec un système institutionnel, d'organisation, un système juridique. Voilà, on ne peut pas décider en faisant des tweets et en signant des décrets de manière impérialiste. Donc là aussi, c'est pareil. Évidemment, inévitablement, de toute façon, il faut remettre ça dans une perspective historique. Ce qu'a fait Pierre Moscovici, c'est-à-dire... les relations historiques, on ne va pas reparler de 1917, mais entre les États-Unis et l'Europe. Oui, est-ce que ça va solidifier un front européen ? Ça devrait. Est-ce que ça va le faire ? Je ne sais pas. Ce qui est intéressant avec Trump, c'est que ces décrets bouscule le monde entier, que ce soit sur la question des visas, que ce soit lorsqu'il sort d'un traité pacifique, etc. Et donc, et vous avez peut-être noté que hier, l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU a dit que les États-Unis allaient maintenir les sanctions contre la Russie. Donc c'est intéressant, puisqu'on a beaucoup dit que Trump voulait se rapprocher de la Russie et de Poutine. Et là, il y a un élément intéressant, peut-être
peut-être pour la première fois quelque chose qu'il a dit qu'il allait faire et qu'il ne fait pas tout à fait. Donc c'est intéressant à suivre. Alors dans cette interview tout à l'heure, l'invité politique était donc Pierre Moscovici. On a parlé aussi de la campagne à gauche. Benoît Hamon, il appartient à Benoît Hamon de faire signe à ceux qui n'ont pas voté pour lui, a dit Pierre Moscovici. Tiens, oui. Tiens. On peut imaginer, même s'il n'a pas voulu dire son vote, parce qu'évidemment c'est pas son rôle, mais on peut imaginer que Pierre Moscovici ne soit pas hyper réjoui de l'avènement de Benoît Hamon à la tête du Parti Socialiste. Bon, c'est vrai, et puis là aussi c'est une famille politique qui est en pleine fragmentation. Il y a aussi quand même une grande aventure à gauche qui est en train de se jouer. Donc Benoît Hamon, il a dit, au fond, il est quand même comptable du bilan. Il a été ministre, il a martelé ça, Pierre Moscovici. Bien sûr, et puis surtout il va porter les couleurs du Parti Socialiste jusqu'à plus ample informé, puisque bon, la situation évolue de jour en jour, mais pour l'instant il est le candidat du Parti Socialiste, et qui est le parti au pouvoir. Le Parti Socialiste reste quand même le parti de François Hollande, même si François Hollande essaye de plus en plus de marquer ses distances. Moi j'ai plutôt entendu la petite musique, je dirais, en faveur, dans la petite musique, il disait, voilà, Emmanuel Macron quand même, il a la vision de cette Europe, il y est soucieux, etc. Il est, voilà, peut-être que les autres l'ont aussi. Vous avez senti qu'il était proche des idées d'Emmanuel Macron. Absolument. Je ne sais pas si c'est votre avis aussi, mais c'est le mien. Oui, mais enfin, il viendra aussi sur la table le fait que Emmanuel Macron a été aussi ministre et va être comptable de ce bilan-là aussi, quoi. Donc voilà, de toute façon, il va falloir que les socialistes arrêtent d'être schizophrènes comme ça. On ne peut pas être à la fois au Parti Socialiste avec le candidat et soutenir Emmanuel Macron, qui jusqu'à présent était jugé et perçu comme un aventurier de la politique, voire un traître. Donc voilà, il y a un moment aussi, il va falloir clarifier à gauche. On est dans un moment très particulier où on sent que beaucoup de choses peuvent se passer encore, que des personnalités peuvent disparaître encore, que d'autres peuvent apparaître. Il y a ce moment où on voit bien que ce soit à gauche ou à droite, on s'interroge. Je suis tout à fait d'accord, les plaques tectoniques bougent actuellement et on voit bien qu'on est dans un changement. Alors en même temps, tout le monde appelait de ses voeux la recomposition politique. Elle est peut-être en train de se faire aussi. C'est peut-être un changement de génération aussi. Peut-être que le changement de génération qu'on attend à un moment donné, peut-être qu'il est là, il est en train de se jouer. Ce qui serait bien, c'est que la recomposition politique reste dans un cadre républicain. Pour l'instant, c'est le cas, mais c'est vrai qu'on sent que là, il faut un peu tenir les structures, quoi. Vous avez vu sa réaction à ma dernière question. Est-ce que la politique active vous manque au fond ? Vous avez été directeur de campagne de François Hollande. Est-ce que être au cœur du débat de la présidentielle, ça vous manque pas ? Et alors là, c'était cri du cœur. Non, pas du tout. Depuis Bruxelles, j'y vois plus clair. Il est dans une position très favorable. Je veux dire, actuellement, c'est quand même il y a un système comme ça qui est en voie d'implosion. Enfin voilà, on ne sait pas trop où on va. Lui, il a la distance de l'européen, donc c'est plutôt une position confortable. À la fois éloigné du maelstrom français et évidemment toujours dans la position de recours, d'une certaine manière, personnage de recours. Enfin, je ne dis pas là nécessairement évidemment pour la présidentielle, mais de manière générale. C'est un homme d'expérience. Et voilà, André Crête-Nant, je vous coupe. Oui. Pardon, excusez-moi. Je vais en parler. Vous avez fait un livre. Oui. Alors, vous pouvez nous parler de ce livre suisse ? Oh là là, L'invention d'une nation. Oui, alors pourquoi ce livre ? Vous êtes suisse, je l'ai dit au début. Absolument. Donc là, on quitte la France, évidemment. Même si je pense qu'aujourd'hui, ma vision de la Suisse aussi, évidemment, elle est bien sûr influencée par le fait que je suis à l'extérieur, que je suis ici en France. Alors, je ne vais pas vous dire que tout ce qu'on fait mal en France, on le fait bien en Suisse. Ça serait exagéré. Mais vous avez vu aussi que la Suisse est souvent citée en exemple. Bien sûr. Parfois à l'extrême droite, etc. Mais surtout, j'irais pour l'exercice de la démocratie directe, très importante. Et aujourd'hui, les citoyens demandent beaucoup de démocratie directe. Et ça, c'est un des gros avantages de la Suisse. La démocratie directe. En Suisse, l'invention d'une nation. Merci. C'est votre livre. Merci d'avoir très débriefé. Didactique. Voilà. Merci Jérôme Cordelier, merci André Crête-Nant. On passe au zapping, le premier zapping politique des matinales d'infos. Zapp Élysée, on le regarde ensemble. François Fillon est candidat et donc pour moi la question ne se pose pas. Voilà. Et j'ai dit hier que pour ce qui me concerne, en toute hypothèse, je ne serai pas le plan B. C'est pas parce qu'il y a des coups de jarnac qu'on va changer véritablement de projet et de candidat. Je me sens comme quelqu'un qui est attaqué de tous les côtés de façon injuste et qui va se défendre. Voilà. Mais qui est en campagne. Ah oui, plus que ça même. Plus que combatif ? Oui. Tout seul ou pas ? Oh non. Ce matin, il faut qu'il renonce ? Je pense que ça serait mieux pour tout le monde, oui. Je pense que c'est intenable, c'est une position intenable. Il y a eu quelques maires qui ont envoyé, déçus de ce qui se passe aux Républicains, et qui m'ont envoyé leur parrainage. Vous en parler, c'est l'effet Fillon, ça.
si je puis dire. Oui. À qui profite le crime, c'est pas du tout évident que ça soit au pouvoir. Il est très proche de l'actuel président de la République, du secrétaire général de l'Élysée, qui a fait monter M. Macron. Que raconte Éric Ciotti ? Je ne sais pas. J'ai pris pour habitude de ne pas écouter ce que dit Éric Ciotti. Ça simplifie beaucoup la vie. Vous devriez essayer. L'image a été construite par une officine, je ne sais pas laquelle. On va unir. Vous ne savez pas laquelle? Je ne sais pas laquelle. Vous imaginez que M. Le Foll va dire c'est moi qui ai fait ça? Mais vous. Coup d'État institutionnel de qui? De quoi? Ce qui est en jeu, c'est une explication qui doit être donnée. Elles ont été soigneusement préparées. Elles ont été mijotées dans les arrière-cuisines de ces officines qu'on finira bien par découvrir un jour. C'est quoi ces suspicions? Ces suspicions, c'est M. Nadal, qui a été nommé par le gouvernement. C'est totalement irréaliste, ce sont des méthodes éculées de défense. Il ne mérite plus son investiture. Georges Fenech, il va être sanctionné selon nos confrères d'RTL. Est-ce qu'il fait du sabordage? Je ne partage pas son analyse. Moi, tous les parlementaires que j'ai croisés après ma prise de position hier m'ont tous remercié. C'est-à-dire qui? C'est tous. Georges Fenech est seul dans cette attitude. Aujourd'hui, plus de 200 parlementaires ont signé la tribune qui est dans le Figaro ce matin. Donc oui, je pense qu'il doit être sanctionné. Je ne vois pas d'autre solution que notre formation politique relégitime quelqu'un pour porter ce projet qui aujourd'hui n'est pas défendable. Pénélope Fillon va répondre à la question que tout le monde se pose. Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne m'occupe pas non plus de sa communication. Si c'est tout ce qui doit ressortir ce soir d'envoyé spécial, je ne sais pas si le temps du service public sera parfaitement employé avec cette émission. En tout cas, le crédit que j'accorde à envoyé spécial, parce que nous l'avons vécu avec Nicolas Sarkozy, est très relatif, je le dis d'ores et déjà. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui ont voté pour vous à la primaire et qui vous demandent aujourd'hui de laisser tomber? Merci. Laissez donc tomber, vous. Voilà, c'était Territoire d'info. Demain matin, la matinale, ça sera le best-of, les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Je vous y retrouve. Et puis nous, on se retrouvera également en direct lundi pour une nouvelle matinale. Bon week-end. Politique Matin, présenté par Brigitte Boucher, dans un instant. Mais pourquoi des témoins d'agression n'interviennent-ils pas? On s'interroge d'un droit de suite. Pour commencer, un documentaire, non-assistance à personne en danger. Puis le député Philippe Houillon, l'avocat Charles Voulot, la psychiatre Muriel Salmona et le policier Didier Rendu seront à mes côtés pour mieux comprendre l'attitude des témoins lorsqu'il s'agit de venir au secours d'une victime agressée sous leurs yeux. Droit de suite, présenté par Jean-Pierre Gracien, ce soir à 20h30.